Bonjour à toutes et à tous. Quelques éléments aujourd'hui pour vous indiquer ce qu'il est attendu de vous lorsque dans une consultation, il est question de responsabilité du fait des choses. D'abord, on attend de vous des développements sur la responsabilité du fait des choses uniquement lorsque vous avez une victime qui a subi un dommage et que parmi les événements, les faits générateurs de responsabilité, eh bien, une chose est à l'origine de ce dommage. Donc les hypothèses, elles sont diverses et variées. Je vous rappelle néanmoins que toute chose n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de son gardien sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, sur le terrain de l'article 1242 alinéa 1er. Il existe des régimes spécifiques. Il faut donc faire extrêmement attention, notamment lorsqu'il s'agit par exemple d'un accident de la circulation. Eh bien vous savez qu'en présence d'une voiture, il faut quand même vérifier si les conditions d'application de la loi de 85 ne sont pas réunies, parce que c'est cette loi-là qui va primer sur le reste. Donc faites très attention à ne pas développer la responsabilité du fait des choses dès lors que automatiquement une chose est intervenue dans la réalisation du dommage, parce que potentiellement ça peut être un autre régime de responsabilité, et ce peut même parfois être de la responsabilité contractuelle, et vous savez qu'au plan du principe de non-cumul des responsabilités, si c'est de responsabilité contractuelle qu'il s'agit, vous ne pouvez pas agir sur le terrain extra-contractuel. Alors, ce préalable posé, quand vous êtes dans une consultation, il y a plusieurs éléments à identifier dans le cadre d'une responsabilité du fait des choses. D'abord, vous devez vous interroger sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait d'une chose. Il y a 3 conditions à vérifier. La première condition, eh bien, il faut que l'on soit en présence d'une chose. Toute chose est susceptible d'engager la responsabilité de son gardien. Toute chose, mais attention. 1. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, on est obligé d'aller sur le terrain de la loi de 85. 2. S'il s'agit d'un dommage qui est causé par une chose défectueuse, c'est-à-dire une chose qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, on doit agir contre le fabricant sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux. 3. Pour les choses qu'on appelle les res nullius ou les res communes, vous avez des règles particulières qu'il convient d'appliquer. Elles n'appartiennent à personne, ou elles appartiennent à tous, donc on ne peut pas aller sur le terrain de la responsabilité du fait des choses. Enfin, pour les animaux et les bâtiments en ruine, vous avez des dispositions spéciales sur les articles 1243 et 1244 du Code civil. Ces particularités mises à part, tout dommage causé par une chose, mobilière ou immobilière, dangereuse ou pas, dotée d'un dynamisme propre ou non, actionnée par la main de l'homme, en mouvement ou inerte, peu importe, toute chose qui a causé un dommage est susceptible d'engager la responsabilité de son gardien. Donc ça, c'est la première condition, il faut une chose. La deuxième condition, il faut un fait de la chose. Le fait de la chose, c'est un rapport causal entre la chose et le dommage qui a été causé. On considère la distinction suivante, qui est cardinale en jurisprudence, qu'il faut dissocier entre la chose qui était en mouvement et qui est entrée en contact avec le siège du dommage, puisque dans ce cas de figure, le rôle actif de la chose a été l'instrument du dommage, le rôle actif de la chose est présumé. Le fait de la chose est présumé si vous préférez. Donc quand la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, présomption de rôle actif, le rôle actif de la chose est présumé ou le fait causal est présumé si vous préférez. Dans les autres hypothèses, c'est-à-dire en présence d'une chose inerte ou en présence d'une chose en mouvement mais qui n'est pas entrée en contact avec le siège du dommage, eh bien il revient à la victime de prouver le fait de la chose. Il n'y a plus de présomption. Qu'est-ce qu'elle doit prouver? Elle doit prouver la normalité du positionnement, la normalité du comportement ou l'extrême dangerosité de la chose. La normalité de la chose dans ce qu'il est de sa sécurité. Donc attention, lorsque la chose est dans un positionnement anormal, comportement anormal ou qu'elle revêt une forme de dangerosité anormale, eh bien on pourra rapporter la preuve du rôle actif de la chose. Si on ne parvient pas à démontrer la normalité du comportement ou du positionnement, eh bien c'est que la chose n'a pas été l'instrument du dommage. Une chose, un fait de la chose. Troisième condition, il faut identifier le gardien de la chose. Le gardien de la chose, depuis l'arrêt Franck, c'est le propriétaire. Il est présumé gardien de la chose, mais il peut démontrer qu'il a transféré la garde de la chose à un tiers au moment de la réalisation du dommage. Transfert qui peut être volontaire ou involontaire, peu importe, mais qui suppose que vous démontriez qu'un autre que le propriétaire avait l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment de la réalisation du dommage.
Voilà pour ces trois conditions qui permettent de savoir si vous avez bien balisé le domaine et que vous êtes bien en présence d'un cas dans lequel vous pouvez engager la responsabilité du gardien du fait d'une chose. Donc, par application de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil tel qu'interprété par la jurisprudence, c'est l'arrêt Gendeur du 13 février 1930, eh bien, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses sont une chose, un fait de la chose et une identification du gardien. Lorsque ces conditions sont remplies, deuxième étape du raisonnement, il faut rappeler quelle est la nature de la responsabilité encourue par le gardien du fait de la chose. C'est, depuis l'arrêt Gendeur à nouveau, une responsabilité de plein droit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la mise en œuvre de la responsabilité du gardien n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de sa part, ni même qu'une faute n'est pas présumée. Il est responsable, qu'il ait commis ou non de faute, qu'il soit présumé ou non en faute, importe peu. Il est responsable parce qu'il est gardien d'une chose qui est à l'origine du dommage. Point. Est-ce à dire qu'il ne peut pas remettre en cause sa responsabilité? Cette responsabilité de plein droit ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'exonérer. Simplement, il ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Les seules causes d'exonération qui sont admises, c'est l'exonération par la cause étrangère. Concrètement, il est possible pour le gardien de s'exonérer en rapportant la preuve que, en réalité, le dommage a été causé par un cas fortuit, le fait d'un tiers ou le fait de la victime, qui présentait les caractères de la force majeure, c'est-à-dire qui était imprévisible et irrésistible. Ça, c'est pour une exonération totale. Il peut toujours tenter de s'exonérer partiellement en démontrant que la victime a elle-même commis une faute et que cette faute a contribué à la réalisation de son dommage, auquel cas il y aura exonération partielle. Mais qui dit responsabilité de plein droit ne veut pas dire responsabilité à coup sûr. Il est possible pour le responsable de s'exonérer totalement en prouvant, comme on dit, un cas de force majeure, ou de s'exonérer partiellement en prouvant que la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage. Si vous prenez bien le soin d'identifier ces différentes étapes, conditions et nature de la responsabilité, vous ne pouvez pas vous tromper. Bon courage à toutes et à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.